Question claire, réponse claire. Je voudrais dire d'abord, l'Union pour la nation congolaise avait déjà dit, peut-être que vous ne suivez pas l'actualité, nous avions dit pendant que le rassemblement préparait encore son conclave, nous avions dit qu'en ce qui concerne l'Union pour la nation congolaise, les élections couplées, présidentielles, législatives, nationales et provinciales doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Et c'est ici l'occasion de lancer l'appel à la population du Sud Kivu en général, de Bukavu en particulier, et de l'ensemble de notre pays, pour rappeler à l'opinion nationale et internationale que le 31 juillet, c'était la date qui était prévue pour la fin de l'enrôlement. Pour nous, c'est la fin de l'enrôlement. Elle peut continuer au Kasaï ou partout où ça n'a pas été fait à temps, mais c'est l'occasion de rappeler. Le peuple doit se réapproprier son processus électoral. Ce peuple, dans la dignité, de façon pacifique, doit aller accompagner tous ceux qui vont organiser au niveau du Sud Kivu avec l'INC une grande manifestation pour aller déposer le mémo à la CENI. Pour dire à la CENI, monsieur, ne portez pas cette responsabilité de priver au peuple congolais son rendez-vous avec l'espérance. Et par la suite, nous allons continuer à rappeler chaque jour par des actions au pouvoir en place que les élections doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. Et que réclamer les élections, c'est le droit d'un peuple. Nous tous, nous avons signé l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris la famille politique du président de la République, sans que personne ne nous y ait forcé. Et nous devons donc être des hommes d'État respectés. Amener les raisons de manque de moyens alors qu'à la fin de la signature, nous avons bien suivi les chefs de la délégation de la majorité présidentielle s'adresser à la communauté internationale pour dire que nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous avons déjà mis la cagnotte et elle est consistante pour les élections de côté. Bon, cette cagnotte, si elle n'a pas été détournée, elle existe, alors organisons les élections. Qu'on ne nous parle pas de problèmes d'insécurité, puisque nous avions organisé les élections à son temps. Il y avait le CNDP, il y avait tous ces groupes armés qui étaient en brousse. Et c'est le coin où le président actuel avait été le plus élu. Donc, toutes ces raisons-là, et nous mettons en garde quiconque qui va violer les fondamentaux de l'accord. Premier fondamental de l'accord que nous ne devons pas accepter qu'on viole, c'est qu'on ne doit pas réviser la Constitution, on ne doit pas faire les référendums, et nous ajoutons, on ne doit pas proclamer l'état d'urgence, parce que nous les voyons venir. Deuxième fondamental de l'accord, c'est que le président de la République lui-même et sa délégation ont accepté ce qui est dans la Constitution, que l'actuel président est à son deuxième et dernier mandat, dont il ne briguera pas un autre mandat, dont il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. Troisième fondamental, c'est que nous avons nous-mêmes accepté que nous puissions organiser des élections au plus tard le 31 décembre 2017, c'est-à-dire, c'est ça la prolongation maximum. Quatrième fondamental, nous avons accepté que organiser les élections, c'est pour un objectif, c'est-à-dire que nous ayons l'alternance démocratique, apaisée, pacifique dans notre pays pour la première fois. Pour qu'ensemble, avec le président sortant, le président entrant et tous les acteurs politiques, nous puissions réaliser la prophétie finalement de Kimbangu et les projections, les rêves de Patrice Emery Lumumba, que nous commencions à écrire l'histoire du Congo sur une page blanche, puisque nous faisons la honte de l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter que ceci continue. Je suis ici au Sud Kivu où les haricots poussent sans engrais, mais nous devons manger les haricots qui viennent d'ailleurs. Je suis ici au Sud Kivu, la pomme de terre pousse sans problème, ça doit venir ailleurs. Où on élève les vaches, mais le lait doit venir ailleurs. C'est inacceptable. Où les taxes sont multipliées par 10, où vous avez les barrages de Foner partout, mais en même temps, à côté de ces barrages, il y a des camions qui tombent parce que les routes ne sont pas entretenues. Le peuple doit se réapproprier son destin et s'élever et dire non à certains dérapages du pouvoir. Ça, c'est un devoir citoyen et je tiens à le dire à haute et intelligible voix à partir de mon terroir ici, dans ma maison à Bukavu, tout comme j'avais signé la lettre du rejet du poste de Sensa à partir
de mon terroir à Walungu. Donc, en répondant à votre deuxième question, je voudrais dire que le président de la République, quand les évêques sont allés le voir pour dire qu'ils sont butés à deux questions. La première, c'est la désignation du Premier ministre. Là, il n'y avait pas de problème, nous savions tous qu'il allait provenir du rassemblement. Mais la deuxième question, puisque les évêques ont restitué l'esprit, je ne parle pas de la lettre, l'esprit qui avait présidé à la désignation du président Étienne Tshisekedi, nous l'avions tous accepté. Votre humble serviteur Vital Kamerhe avait accepté Tshisekedi comme président du CENSA pour trois raisons. Première raison, sa lutte politique incontestable, incontestée. Deuxième raison, son intégrité morale. Nous savons qu'avec sa carrure, son intransigeance, le président de la République ou un quelconque ministre ne va pas dire à Tshisekedi « Non, 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 faites ceci pour nous aider à tricher ou à prolonger ». Troisième raison, c'est parce qu'il est arrivé deuxième à l'élection présidentielle, même si ce sont les résultats qui avaient été proclamés par le pouvoir en place. Et personne n'avait prédit la mort de Étienne Tshisekedi. Il est mort en février 2017, c'est-à-dire un mois après sa désignation. Paix à son âme. Avec la mort d'Étienne Tshisekedi, nous avons un problème. Le problème, c'est que nous l'avions choisi intuitu personnel. Et donc nous devons nous retrouver autour de la table pour savoir de tous les leaders politiques qui restent, lequel, sans égaler Tshisekedi, peut inspirer confiance aux autres et à la population. Par son travail dans le passé, peut rassembler et rassurer. Et donc c'était par consensus. Ils sont allés voir le président pour lui dire, voilà, là où nous sommes arrêtés. Message à la nation, vous avez tous suivi. Le président de la République a dit, 48 heures, je donne au rassemblement pour me présenter la liste. Il n'a pas dit, je nomme les rassemblements, présentez-moi la liste. Mais nul ne peut se prévaloir de ce porte-petite. S'il y a des divisions dans les rassemblements, ce n'est pas le problème du président de la République à ce moment-là. Mais là, il donne une liste, d'autres ne donnent pas, ça devient trop compliqué. Ça, nous pouvons dire, le Premier ministre est arrivé avec des contestations à gauche, à droite, dans son propre camp, mais il est là. Tout ce que nous lui demandons, c'est de résoudre trois problèmes. Le premier problème, c'est le niveau de notre économie, le taux d'échange qui ne cesse de se détériorer chaque jour au détriment du franc congolais et le dollar monte. Le deuxième, c'est l'insécurité. On ne peut pas comprendre que dans un pays, il y a une armée, il y a des civils qui continuent à semer la mort au Kasaï, au Sud Kivu, au Nord Kivu, comme si l'État n'existait pas. Troisième réalisation qu'on a demandé au Premier ministre, et c'est ça son programme, c'est de donner les moyens à la CENI pour organiser les élections, point barre. On ne n'a pas demandé de nous amener sur la ligne. Et nous allons les juger aux actes. Mais en ce qui concerne le CENSA, le président de la République l'a dit lui-même. Je vais faire des consultations pour désigner par consensus le président du CENSA et on aura une loi organique qui va organiser cette structure. Mais quand il le disait, l'Assemblée nationale avait encore un mois et demi, 2 mois, 3 mois devant elle. Est-ce que cette loi a été adoptée? Non. Ça a été fait sciemment. Ça n'était même pas inscrit dans les priorités. Et on a décidé même qu'il n'y ait pas de session extraordinaire. Le peuple n'a pas fait attention. Pour la première fois, il n'y a pas eu de session extraordinaire. Parce que s'il y avait eu des discussions sur la loi, forcément, on allait parler du profil de celui qui allait diriger le CENSA. Et même quand vous rentrez dans l'accord, vous voyez le profil tel qu'il est donné. J'ai dit, Vital Kamerhe, même si on m'avait désigné président, dans des conditions telles que je les définis maintenant là, du palais du peuple, j'allais dire non. La signature de l'arrangement particulier au palais du peuple, nous avons soulevé cette question. Pourquoi nous allons signer au palais du peuple? Ils ont dit non, nous signons au palais du peuple parce qu'on aurait pu le faire au palais de la nation. C'est le président qui préside, mais comme il n'est pas là lui-même, il nous a chargé simple signature. Ce n'était pas pour négocier. Mais le CENSA, être installé par le président des chambres, c'est une violation grave de la Constitution et disons de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et je n'ai pas attendu qu'on me désigne pour le dire. Je vous renvoie à ma lettre, je crois, du 3 juillet 2017, à l'issue de la réunion de la composante, quand le même président de chambre avait tenté de me convoquer au palais du peuple pour une réunion sur le CENSA. J'ai répondu aux 2 présidents de chambre qui n'avaient pas qualité et par conséquent, leurs réunions, leurs séances étaient sans objet.
C'est sur Internet, vous pouvez lire ça. Donc, le rejet par la direction politique nationale de l'UNC de ce poste du CENSA et de votre humble serviteur Vital Kamerhe, c'est une suite logique. Nous restons dans le principe. Et maintenant, CENSA ou pas CENSA, l'objectif pour l'INC cap vers les élections. Donnons-nous la main, lèvons-nous, exigeons les élections, que le peuple lui-même, en toute liberté, puisse dire qui va présider à sa destinée. Pour votre préoccupation, je ne suis pas un dictateur, l'INC va examiner toutes ces questions. Mais en attendant, maintenant là, je viens de lancer un appel pour l'ensemble du pays, mais je commence par ici, pour dire que le 31 juillet, je demande à tous les membres de l'INC et à toute la population du Sud Kivu de rappeler à la CENI que c'était la date de la fin de l'enrôlement et que la population se souvient et rappelle à la CENI, si elle est devenue amnésique, que les élections doivent se tenir au plus tard le 31 décembre 2017. J'ai compris votre question, j'y ai répondu et vous m'avez compris, c'est bon. En tant que fils du pays, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme un plus pour la résolution de ce problème et faire de ce tribunal un vrai tribunal réel et non plus demeurer un tribunal fictif? D'abord, je voudrais saisir cette occasion que vous m'offrez pour remercier et féliciter M. Milo Raoult de m'avoir associé à la réalisation de ce film. Les remercier aussi d'avoir pris l'initiative de faire connaître ces génocides oubliés de la RDC et cette exploitation de notre peuple par les sociétés minières. Je les remercie pourquoi? Parce que je sais que les médias, c'est une force. Vous savez, la guerre du Vietnam a pris fin quand les médias ont montré les atrocités qui s'est passées au Vietnam. Vous savez aussi, l'exploitation des Indiens aux États-Unis d'Amérique a pris fin quand on a montré les génocides des Indiens à cause de l'or qu'ils avaient, parce qu'ils étaient les propriétaires terriens. Et nous pensons que la misère, le malheur de la population de Luinja, c'est d'avoir de l'or sous son sol, alors que ça devait être une bénédiction. Et c'est une bénédiction. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Qu'à Luinja, qu'à Mushinga, Mukongwe, qu'à Bissié, les populations voient les richesses sortir, les camions laisser de la poussière, les gens tomber malades à cause de la cyanure qu'on utilise pour nettoyer les métaux, les gens déplacés de leur village par la force sans la moindre indemnisation, aucune action sociale. On crée des milliardaires avec les sous-sols congolais qui ne financent même pas les sols, l'agriculture. Pour nous, c'est très important que le monde entier sache ce qui se passe et que ces multinationales soient mises à nu pour qu'elles comprennent. Elles ne doivent pas se cacher derrière les autorités congolaises inconscientes. Elles sont complices, elles aussi, en sachant que si elles payent les taxes, que ces taxes n'arrivent pas, mais pour le cas de Bandro, nous avons suivi que la convention stipule que Bandro ne payera rien jusqu'à la fin des moindres grammes de l'or qui se trouve dans les sous-sols de Luinja. Et maintenant, il y a Ninja Kanyola qui est en vue. Et nous disons que l'expérience de Ninja nous aide à bien préparer Kanyola. Nous disons, ce film, avec le tribunal que vous appelez fictif, c'est un tribunal populaire. Puisque les acteurs qui étaient là-dedans, ce sont les acteurs qui souffrent au quotidien. En face de nous, les leaders, et en face des dirigeants qui les dirigent. C'était un véritable tribunal, puisque chacun de nous devait répondre. Pour moi, j'ai répondu que le malheur du peuple congolais et sa misère s'appelle l'État congolais. L'ennemi du peuple congolais, c'est d'abord l'État congolais. L'État qui devait protéger cette population multiplie des taxes, des tracasseries de tous ordres, laisse les groupes armés faire la loi, sans sécuriser cette population, sans tracer des routes d'intérêt général ou de dessertes agricoles, parce que nous savons que notre population, elle est travailleuse, et elle peut produire tout ce qu'elle demande, qu'on supprime toutes ces taxes inutiles. Hier, j'ai été interpellé en sortant de Radio Maendeleo par 3 mamans qui m'ont dit que leur viande est bloquée parce que le maire de la ville a signé un document disant, bon, pour des viandes comme ça, il faut payer je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi cette affaire? Nous sommes dans quel monde?
et j'en ai fait part aux responsables des cours et tribunaux ici. Des choses comme ça doivent prendre fin dans notre pays. Nous n'accepterons pas que nous continuions à vivre comme des esclaves dans notre propre pays. Et pour changer cela, je crois que le peuple doit prendre son destin en main. D'abord, organiser les élections pour que nous ayons des dirigeants, cette fois-ci que le peuple lui-même va choisir, et qui doivent présenter une vision qui intègre justement ce tribunal, qui doit non seulement parler des pillages de minerais, des viols, des tueries massives, de tous ces morts que nous ne devons pas oublier. Moutaroulé, comment on va enterrer les gens dans des sacs de farine qui appartiennent à des familles bien identifiées comme des bêtes? C'est inacceptable et on voit les autorités en train de rire. C'est inacceptable quand on nous dit que la police ne peut pas travailler la nuit. C'est inacceptable. Donc ce film nous a révélé l'insuffisance de ceux qui nous dirigent. Et je voudrais dire que nos populations doivent s'approprier ce film pour que, comme l'hôtel Rwanda, qui a fait connaître les génocides rwandais à travers le monde entier, ce film fasse connaître aussi les génocides de Kasika, Makobola, Kanyola, partout, Moutaroulé et tous ceux qui sont morts pendant cette longue période de guerre. C'est important, les médias c'est une force et nous devons féliciter M. Milo et lui dire sincèrement merci parce que ça sera lancé en Suisse, ça sera lancé à Paris, ça sera lancé à New York et nous, les Congolais, nous devons faire en sorte que chacun de nous ait ce film à la maison et que nous puissions le connaître par cœur. Il était toujours convaincu qu'avec le produit de l'or, on peut financer des actions à caractère social comme l'effet Kibali Mining dans Boko en province orientale. Ils ont créé des petits entrepreneurs congolais comme Didi Moudogo ici. Ils travaillent. Pourquoi il n'y aurait pas un marché de Twangiza? Mais là-bas, on demande même aux autochtones de faire des actions communautaires, se regrouper pour les champs financés par M. Marc de Boko. Il est en train d'asphalter la route et il voulait faire une petite ville moderne pour montrer désormais comment les sociétés minières, quand elles arrivent, elles doivent construire d'abord pour les autochtones, comment créer l'emploi, comment créer la richesse, parce que c'est gagnant-gagnant. Ils gagnent, mais il faut que les gens qui sont propriétaires du sous-sol gagnent eux aussi. À l'époque, on avait créé l'Amiba, mais l'Amiba c'était la société phare du Kasaï oriental. Quand on a créé Somenki, c'était la société phare de Kabituga et de partout ailleurs là-bas, à Kalima. Donc ce modèle-là n'existe plus. On ne loge plus les villageois, ils ne sont plus soignés, l'école est oubliée, les routes ne sont plus entretenues. Mais voilà, je suis en train de tousser pourquoi. J'ai fait cette route-là, c'est la route de Bandro. Mais c'est la poussière quand vous circulez. Je suis arrivé devant les gens de Fondère, j'ai dit, mais monsieur, vous êtes en train de rire ou vous êtes sérieux? Vous percevez les taxes chaque jour par camion, par véhicule. Combien par jour? Plus de 3 000 ou 5 000 par jour. Et vous en faites quoi, puisque vous êtes ici à Mugogo? Qu'est-ce que la population de Mugogo, là, sur place, profite de votre affaire? Zéro. Et la population, elle aussi, ne doit pas être complice de sa propre misère. Nous devons chasser la peur. Lèvons-nous et nous devons dire non. Nous devons savoir dire non dans le respect de la loi.